Alors, après avoir parlé des risques dans les PME et ETI, nous allons parler de la gestion de risques dans les collectivités territoriales avec Jean-Luc de Boissieu, président du conseil d'administration de SMACL Assurance. Bonjour monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Alors, je vous lance une question absolument terrible pour cette keynote. Les collectivités locales sont-elles encore assurables en 2023 ? Je vais vous répondre. Je vous laisse le micro une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Bon, d'abord, je remercie l'AMRA et son président de mettre les projecteurs sur la situation des collectivités locales, qui n'est pas très différente de ce que je viens d'entendre en coulisses. Bon, deuxièmement, pour vous signaler, c'est quoi les collectivités locales? Ici, à Deauville, vous êtes dans une collectivité qui est assurée par la SMACL. Pas pour tous ces lots, mais pour plusieurs lots. Enfin, sur la SMACL, qu'est-ce que c'est? C'est une mutuelle qui a été créée il y a une 50 d'années par un certain nombre de grandes collectivités locales qui trouvaient que le marché, notamment le secteur privé et public à l'époque, les assurait pas comme ils voulaient, et ils ont éprouvé le besoin de créer une société spécialisée qui fasse que ça. Bon. Alors, moi j'ai entendu ce que vous venez de dire, je vais répéter. On constate sur le marché des collectivités locales exactement le même phénomène que vous constatez sur le marché privé, c'est-à-dire que depuis quelques mois, le marché s'est complètement retourné. Il y a 4 ou 5 ans, il y avait pléthore d'assureurs qui venaient sur le marché, les prix étaient à la baisse, même à la dégringolade, les collectivités avaient tout ce qu'elles demandaient. Au jour d'aujourd'hui, et je vais revenir dessus, je peux vous dire qu'il n'y a plus beaucoup d'assureurs qui sont sur le marché, les prix sont à la hausse et les collectivités ne sont plus en position de force. Alors, je vais dire collectivité locale, je sais bien que c'est pas exactement ce qu'il faudrait dire. Les collectivités locales en droit pur, ça concerne les communes, les départements et les régions, mais sachez que dans mon propos, je vais désigner ce qu'on appelle normalement par collectivité territoriale, qui concerne aussi les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes, et toutes les formes de coopération intercommunale, mais moi j'ai l'âge de mes artères et je parle de collectivité locale. Comme je crois que j'ai cru comprendre que vous n'êtes pas tous rompus avec le droit public administratif, je vais faire 2 rappels. D'abord, une collectivité locale, pour nous, à la SMACL, mais je pense que c'est la même chose pour tout assureur, c'est quoi? C'est quoi une collectivité? Ça s'appréhende comment pour un assureur? Ça s'appréhende comme une entreprise de service. Les collectivités locales, ce sont des entreprises multiservices, pluridisciplinaires. Mais c'est fondamentalement une entreprise de service. Alors, les petites collectivités, les communes, ça s'apparente à des PME. Elles rendent une foultitude de petits services à faible valeur ajoutée, avec un personnel plus ou moins qualifié, et sans grande dangerosité. Par contre, vous avez les grosses collectivités, prenez les métropoles, prenez Paris, prenez les régions. Alors là, elles se comportent comme de véritables groupes industriels de services, avec des unités de production, du matériel lourd. Enfin, quand vous êtes à la tête d'hôpitaux, de lycées, de collèges, de tout ce qui touche à l'enfance, à la vieillesse, les gros équipements, les barrages, les aérodromes, etc. Enfin, ça commence à devenir très lourd. 2 tendances sur lesquelles je veux insister tout de suite. D'abord, sachez que l'État continue, à chaque loi de finances, l'État continue de transférer des tâches de l'État aux collectivités locales. Ça fait 40 ans que ça dure. Deuxièmement, à l'heure actuelle, toujours à la demande du gouvernement, les collectivités locales sont en pointe pour tout ce qui concerne la transition écologique, la végétalisation des sols, la décarbonation, les énergies renouvelables. Nous, tous les jours, on nous demande d'assurer des prototypes. Les collectivités locales expérimentent des choses qui n'ont jamais été faites avant. Et on nous dit, cotez-nous ça. Bon, écoutez, tout ça pour vous dire que les collectivités locales, c'est énorme. C'est quand même les 2/3 de l'investissement public. C'est un patrimoine immobilier colossal. Elles investissent à tour de bras. Elles ont près de 2 millions de salariés. C'est considérable.
et pour l'assureur. Alors la SMAC, je vais vous dire, la SMAC, par rapport à ce marché, c'est quoi la SMAC? Mais on est une ETI, 250 millions d'euros de fonds propres, 1000 salariés. Le marché est trop gros pour nous. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Deuxième caractéristique des collectivités locales, ce sont des personnes morales de droit public. Et donc, quand vous travaillez avec des collectivités locales, vous ne travaillez pas dans le droit civil ou dans le droit privé, vous travaillez dans le droit public. C'est le droit public qui s'applique intégralement quand vous assurez des collectivités locales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'une collectivité locale a besoin d'acheter des services, des prestations, des fournitures, elle doit suivre un code européen très strict, qui est le code de la commande publique. Et ce code de la commande publique, il vise essentiellement à quoi? Il vise à ce que toutes les entreprises qui peuvent satisfaire le besoin de la collectivité soient traitées de la même façon, sur un pied d'égalité, avec des procédures tout à fait transparentes, et qu'il n'y ait place pour aucun favoritisme. C'est ça l'esprit de la commande publique. Alors, concrètement, je ne vais pas vous faire un cours de droit. Je veux dire, en gros, ce qui me paraît important que vous compreniez. Bon, il y a des seuils d'application du droit de la commande publique. En dessous de 40 000 euros, bon, le maire fait à peu près ce qu'il veut, il faut qu'il fasse semblant de mettre en concurrence, et puis en fait, il choisit à peu près qui il veut. Bon. Entre 40 000 et 215 000 euros, il faut qu'il fasse plus attention. Il faut qu'il fasse un appel d'offres, que ce soit formalisé, qu'il y ait des procès-verbaux. Bon, c'est à peu près, c'est un peu plus sérieux. Et puis au-dessus de 215 000 euros, alors là, on tombe dans un rigorisme très strict, et c'est évidemment là, c'est là que se situent les plus grosses collectivités, qui est le plus gros enjeu économique, et c'est là aussi où la SMAC, c'est la spécialité de la SMAC. Notre marché à la SMAC, c'est les marchés de plus de 115 000 euros, c'est-à-dire la procédure la plus compliquée avec les enjeux financiers les plus lourds. Alors, la procédure, elle consiste en quoi? Je m'excuse de l'écrire, mais ça me servira après dans ma démonstration. D'abord, la collectivité doit faire un appel à candidature, à concurrence, qui est publié dans un bulletin d'annonce légale en France et en Europe. Après ça, les assureurs intéressés doivent se déclarer. Ils doivent demander le cahier des charges qui va avec l'appel d'offres, et on reçoit les règles du jeu pour savoir dans quel délai il faut répondre, en quelle langue, etc. Bien. Une fois que l'appel d'offres est fixé dans le cahier des charges, la commune ne peut plus revenir sur le cahier des charges. Ce qui est écrit, il n'est pas question de le négocier en cours d'appel d'offres avec l'assureur. Nous, ce qu'on nous demande d'assureur, c'est on nous dit, voilà un cahier des charges, vous prenez pas, ben, si vous prenez, dites-nous vos conditions. On a un délai pour répondre, en général de 30 jours. Si vous répondez le 31e jour, c'est forclos, c'est fini pour vous. Et le maire, dans sa grande mansuétude, attend le 31e jour, voir affluer les réponses à l'appel d'offres. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il réunit sa commission d'appel d'offres. Alors la commission d'appel d'offres se réunit, elle commence, je ne sais pas, le matin à s'occuper des transports scolaires, puis des cantines, puis elle s'occupe d'assurance. Bon. Ils font ça à la chaîne, de façon industrielle, et puis voilà, le marché d'assurance est attribué à telle ou telle société. Une précision, les appels d'offres en assurance se font par lot, ce qu'on appellerait nous plutôt par branche. Il y a la branche dommages aux biens, il y a la branche véhicule à moteur, la branche responsabilité civile, la branche risque statutaire, c'est le risque d'employeur des collectivités, la branche construction, et on voit apparaître des appels d'offres spécifiques pour le risque cyber. Avant, c'était un risque en annexe de la dommage aux biens, maintenant ça commence à sortir. Donc, on nous demande de traiter, enfin, la réglementation nous met dans une seringue où on a à travailler dans une procédure écrite, très stricte, et puis c'est à prendre ou à laisser. Alors, si vous voulez, ça va à ce point que, dans la plupart des appels d'offres, vous n'avez pas le droit de visiter les sites pendant l'appel d'offres. On n'a pas le droit d'aller voir. En dommage aux biens, c'est quand même gênant.
Et même pour éviter les favoritismes ou les pots de vin ou je ne sais pas quoi, on n'a pas le droit d'entrer en communication avec la commune plusieurs mois avant le lancement de l'appel d'offres. Bon, voilà, c'est les règles, elles sont ce qu'elles sont. Bon, heureusement, comme l'assurance est quand même une matière assez spécifique, que le maire n'en fait pas tous les jours de sa vie, les collectivités ont pris l'habitude de faire appel à ce qu'on appelle des auditeurs. Bon, les auditeurs ne sont pas des courtiers, ils n'ont pas de mandat de placement. Les auditeurs, ils sont là pour conseiller la collectivité dans la rédaction du cahier des charges. Bon, ils disent au maire, ben voilà, à notre sens, il faut augmenter la franchise, il faudrait peut-être supprimer telle garantie, augmenter telle garantie. Enfin, bon, ils ont une connaissance de l'assurance, eux. Mais ils conseillent la collectivité sur la rédaction du cahier des charges et ils sont là, ils sont consultés également pour classifier entre elles les réponses des assureurs. Ils disent, bon, ben, telle réponse, à mon avis, elle vaut 7, telle réponse, elle vaut 8, telle réponse, elle vaut 9. Et puis, voilà, ils préparent le travail, mais celui qui décide, c'est la commission d'appel d'offres, et in fine, c'est le maire. Et un maire n'a pas le droit de déléguer la décision à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Le Code de la commande publique estime et veut que la mairie soit entièrement responsable du process et de la décision. Alors, je vous dis ça, pourquoi? Ben, c'est pour vous permettre de comprendre dans quel état d'esprit nous on travaille. Nous sommes, si je puis dire, des fournisseurs. On n'est pas des prestataires, on n'est pas des partenaires. Nous sommes des fournisseurs. Les marchés ont duré en général de 4 ans. Ben, tous les 4 ans, on concourt pour remporter l'appel d'offres de la commune. Et on gagne tant mieux, on perd tant pis. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de relation personnelle. On est dans une relation quasiment complètement désincarnée. C'est ça, la commande publique. Le pire pour nous, c'est que les collectivités locales aiment beaucoup cette procédure. C'est-à-dire, s'ils disaient « Oh, c'est trop lourd, s'ils allaient voir le gouvernement en disant « C'est trop compliqué, il faudrait changer », mais non, ils disent au gouvernement « C'est vachement bien, notre truc ». Alors, pourquoi c'est vachement bien? Je pense, d'abord, c'est qu'elles font ça, c'est l'usine. Elles font ça, elles manient ça comme ça. Il ne faut surtout pas en changer. Deuxièmement, je pense qu'elles apprécient ces procédures parce que c'est des procédures qui maintiennent une grande distance entre l'assuré et l'assureur. On n'est pas copains. La collectivité, elle passe commande, elle donne ses ordres. On est des fournisseurs, c'est tout. On n'est pas des partenaires. Et puis je pense aussi que les collectivités, elles aiment cette procédure parce que au-dessus de 15 000 euros, la plus sophistiquée, parce que ça évite les recours contentieux et les chamaillas au sein du conseil municipal aussi. Mais alors, si vous voulez, ça va tellement loin que dans les collectivités où il y a des services d'assurance un peu développés, ou des risques managers, ça, rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, dans les collectivités, dans les très grosses collectivités où il y a des services d'assurance, ils n'ont pas la maîtrise du cahier des charges. Le service qui a la maîtrise du cahier des charges, c'est le service juridique. C'est lui qui borde, c'est lui qui pilote, et c'est dans cet esprit-là. Je vous dis ça parce que ça vous montre dans quel esprit les collectivités travaillent et ce qu'elles attendent de nous. Elles attendent une cotation, un chiffre. Et en général, c'est l'offre la plus basse qui l'emporte. Pas toujours, mais enfin, c'est la règle générale. Donc, voilà quel est notre cadre de travail. Et pour nous, c'est une donnée de base à la fois juridique et sociologique. Alors maintenant, quelle est la situation du marché? Ben, écoutez, c'est très simple. Au jour d'aujourd'hui, on constate que cette belle mécanique des appels d'offres commence à se gripper, qu'on a de plus en plus d'appels d'offres où il y a une seule réponse. Où est la concurrence quand vous n'avez plus qu'une seule réponse? Et vous avez tout autant d'appels d'offres où il y a 0 réponse. C'est-à-dire que de plus en plus de collectivités dans notre pays font des appels d'offres, si je puis dire, pour rien. Parce que de toute façon, les assureurs ne répondent plus. Alors, ce que je vous dis va vous choquer, ça peut vous choquer, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi nous, à la SMAC, il y a des appels d'offres auxquels elle ne répond plus. Et je vais même vous donner un chiffre. Il y a 4 ans, on ne répondait pas, en gros, à X appels d'offres. Au jour d'aujourd'hui, on ne répond pas à 2 fois
X d'appels d'offres. Ça veut dire que de notre fait, en tout cas, il y a 2 fois plus de collectivités locales qui n'ont pas de réponse qu'il y a 4 ans. Alors, je vais vous donner les raisons. La première raison, c'est qu'à force de prendre des climatiques en pleine figure, la SMACL sort des résultats calamiteux et qu'on a une obligation de redressement urgente qui fait que sur un certain nombre de régions de France qu'on a bien identifiées, on est de plus en plus regardant et même on cherche à réduire la voilure. Ça veut dire qu'on résilie, enfin on n'a pas le droit de résilier, on ne renouvelle pas des collectivités qui sont dans ces régions. Deuxième raison, que vous comprendrez, on a nous des règles internes de souscription qui font, on a une liste assez longue, là, comme le bras, qui font qu'il y a des risques sur lesquels on ne veut pas se positionner. Je prends juste un exemple que vous comprendrez, les abattoirs municipaux. Nous, on estime qu'on n'est pas équipé pour assurer ce genre de risque, c'est plus à la MAPA ou à Groupama. En tout cas, nous, on n'a pas l'équipe qu'il faut. Si, dans un appel d'offres, on lui dit on veut assurer les abattoirs municipaux, ben on laisse tomber. On a aussi d'ailleurs des règles de gestion financière interne. On a 250 millions de fonds propres, et avec ça, on veut travailler sur la France entière. Vous comprendrez bien que, par exemple, nous, on ne peut pas, en climatique, catnat et tempête, on ne peut pas assurer à la fois la ville de Marseille, les Bouches-du-Rhône et la région PACA. Parce que s'il y a une tempête, on va transpercer toutes nos protections de réassurance et on va mettre nos fonds propres en danger. Donc rien qu'en nous, on a des règles prudentielles qui font qu'il y a des dossiers qu'on ne peut plus prendre. Bon. Alors, on a aussi, et ça c'est plus spécifique au marché des collectivités locales, on a affaire à des cahiers des charges qui ne nous permettent plus de travailler. Je vous prends un exemple très concret. Pendant très longtemps, on a demandé aux collectivités locales, en dommages aux biens, de nous indiquer le mètre carré de leurs immeubles. Elles répondent souvent doigt mouillé, mais peu importe. Au jour d'aujourd'hui, entre solvabilité 2 et les exigences de nos réassureurs, on leur demande de nous donner la valorisation de leurs immeubles. Ben, il y a beaucoup de collectivités locales qui ne le font pas. Après tout, elles n'ont qu'à faire expertiser leurs immeubles, mais elles ne le font pas. Et si on peut essayer de donner une valeur, on le fait, mais si on ne peut pas, on laisse tomber. On a aussi, par exemple, on a 30 jours en général, on a 30 jours pour répondre à un cahier des charges. Et à l'intérieur de ces 30 jours, vous avez quelques jours et quelques heures ouvrées pour poser des questions au service de la mairie. Bon. Inutile de vous dire que si on a en face de nous des collectivités locales qui répondent pas, qui répondent mal, qu'on ne peut pas apprécier le risque qu'on nous demande d'assurer, on laisse tomber. Bon, et il y a comme ça beaucoup de raisons qui font que maintenant, on laisse tomber. Et on laisse tomber 2 fois plus de dossiers maintenant qu'il y a 4 ans. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, bien sûr qu'on réfléchit. Pour une mutuelle, ce n'est pas facile de laisser tomber des sociétaires et des collectivités locales. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre dimension à nous, qui n'est pas énorme? Qu'est-ce qu'on peut faire à nous, la SMACL, pour essayer de trouver une solution? Bon. Si on attend que le marché se retourne et que le climat se refroidisse, à mon avis, ça va prendre un certain temps. Et donc il faut essayer de trouver autre chose. Alors, moi j'ai quelques idées. La première solution, ce serait de s'asseoir sur le code de la commande publique, qui est européen. Alors vous allez me dire, mais ça sort d'où ça? Ben, écoutez, moi je connais des voisins, des marchés européens, la Belgique, l'Allemagne, où les collectivités et les pouvoirs publics s'asseyent sur le code de la commande publique. Prenez en Belgique, je le sais parce qu'il y a une société publique qui s'appelle ETIAS, avec laquelle nous on a beaucoup travaillé, qui a été nationalisée, qui a maintenant un quasi-monopole du marché des collectivités locales. Alors les collectivités belges, je crois qu'il y en a 480, 500. Eux, ils ont fait la réforme locale, que nous, on n'a jamais faite. Bon, il y en a moins nombreux, mais les collectivités locales belges, elles font les annonces légales qu'il faut au bulletin officiel. Elles font des appels d'offres. Et comme par hasard, elles vont toutes chez ETIAS. Bon, toutes les commissions d'appels d'offres terminent chez ETIAS. En Allemagne, vous avez un système un peu plus compliqué, par Länder. Mais la plupart des Länder en Allemagne ont créé des caisses régionales. Et les caisses régionales sont chargées d'assurer les collectivités locales du Land. Et comme par hasard,
toutes les communes du Land vont s'assurer à la caisse régionale. Bon, ceci dit, bon, je dis une énormité, et je sais que ce n'est pas dans la culture française, mais le fait qu'il y ait des assureurs publics pour assurer les collectivités publiques et que ce soit un marché monopolistique, ça existe, même si c'est contraire aux directives européennes. Deuxième solution, alors là je l'ai vécu, je vais vous raconter un peu ma vie. Il y a, avant qu'elle soit ministre, j'étais avec Caroline Cailleux, et elle me dit « Oh, venez, je vais vous présenter à mon ami le président du conseil départemental de... » Je vous dirai pas. Bon. On fait les présentations, il me dit « Ah, vous êtes président de la SMACL ? Ah, je voulais vous dire, je suis furieux contre vous. » Bon, l'habitude. Je lui dis, vous pouvez m'en dire un peu plus? Il me dit, mais oui, vous ne voulez plus nous assurer, nous, on ne peut pas vivre sans assurance, ça ne va pas se passer comme ça, on est en discussion avec Bercy, et on va demander que le BCT puisse obliger la SMACL à assurer les risques des collectivités locales. Je suis rentré chez moi, j'ai pris le code des assurances qui est sur mon livre de chevet, bon, j'ai compris que ça, c'est mort-né. C'est mort-né, oui, il parlait des dommages aux biens. C'est mort-né pourquoi? Parce que l'assurance des CatNat, comme ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas une assurance obligatoire. Voilà. C'est une garantie obligatoire à un contrat qui lui-même, un contrat de base qui est facultatif, du moins pour le propriétaire. Et si vous prenez votre code des assurances, vous verrez que le BCT, livre 2, les CatNat, ce n'est pas dans le livre 2 dans lequel le BCT pourrait nous imposer des risques. Et donc, la solution du BCT, mort-né. Alors, il y a une troisième solution à laquelle j'ai pensé en préparant ce que j'allais vous dire aujourd'hui. C'est une opinion personnelle, hérétique, mais ça m'amuse de l'évoquer devant vous. Et si on laissait les collectivités locales constituer des captives, comme on le fait pour les entreprises privées? Moi, je crois qu'il faut se poser la question. Ça voudrait dire... Bon, d'abord, pour l'instant, ce n'est pas possible. Là encore, je me suis précipité sur mon livre de chevet et j'ai vu qu'il y a un article du Code des assurances issu d'un papier européen qui dit, je cite, « Une entreprise captive d'assurance ne peut être détenue que par une entreprise financière hors assurance ou par une entreprise non financière. » Donc pour l'instant, la question ne se pose pas. Mais enfin, si les collectivités locales continuent à avoir de plus en plus de problèmes d'assurance, je pense qu'elles entreront dans la même logique que vous, entreprises industrielles et commerciales, et qu'elles se retourneront vers le ministre, non pas pour dire des âneries sur le BCT, mais peut-être pour prospecter cette idée du concept de la directive. Alors, une captive pour les collectivités, il faut tout de suite se dire que ça peut choquer pour deux raisons. D'abord, l'idée de faire une captive sur une zone géographique limitée, notamment en CatNat ou tempête, ce n'est pas évident. Puis deuxièmement, le second obstacle qu'on va avoir, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le code des collectivités, c'est le code de la commande publique. Comment concilier la constitution d'une captive avec l'obligation pour la collectivité locale de faire des appels d'offres publics, de faire des appels à la concurrence? Donc, moi je pose la question, je ne sais pas si c'est possible, je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas possible. Je ne sais pas si c'est possible, ce que je pense, c'est qu'il faudrait y travailler. De toute façon, la question va se poser. Si ça continue comme ça, la question va se poser. Quelles questions vont se poser? Écoutez, j'en ai identifié un certain nombre. Ça va. D'abord, toutes les collectivités locales ou certaines collectivités locales seulement? Bon, vu le coût d'entrée pour constituer une captive, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de collectivités locales qui vont pouvoir mettre l'argent sur la table. Bon, enfin, vous pouvez avoir les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, peut-être quelques grandes régions. L'Île-de-France doit avoir les moyens. La région Hauts-de-France, peut-être, bon. Les départements, ça dépend lesquels. Je pense que les Hauts-de-Seine doivent avoir les moyens. La Corrèze, je ne suis pas sûr. Bon. Donc, il va falloir déjà cerner le problème si on veut. Si on trouve que la captive, c'est une bonne solution pour les collectivités locales, il faut déjà cerner la cible. Bon, deuxièmement, quel risque? Est-ce que la captive aurait le droit de concourir à la couverture de tous les risques,
ou, me semble-t-il, à la couverture des seuls risques qui ne trouvent pas réponse sur le marché, alors ça va réduire considérablement le champ. Et puis surtout, si le marché ne veut pas d'un risque, c'est probablement qu'il y a des raisons. Et donc la captive, ça va être serait pour un moyen pour la collectivité de prendre elle-même à sa charge en auto-assurance des risques que le marché ne veut pas prendre. Bon, c'est pas honteux, mais à mon avis, ça sera ça doit être ça son champ. Ça ne veut pas un autre champ. Enfin, j'imagine. Question qu'il faudra aussi se poser, c'est est-ce que, prenez une région, imaginons qu'on ouvre aux régions et aux régions seules la possibilité de faire des captives. Dans la captive, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met les seules compétences de la région ou est-ce qu'on autorise la région à fédérer toutes les communes de la région pour faire une captive régionale? Autre question qu'il faut se poser, mais je pourrais m'amuser comme ça pendant longtemps. Bon, la région fait une captive. Qui gère la captive? Qui va diriger la captive? Et puis imaginez que la CPR dise que Madame Hidalgo, elle n'est pas fit and proper. Enfin bon, on va se trouver dans des cas de figure amusants aujourd'hui, mais non, c'est des enjeux sérieux. Et moi, je dis devant vous, je pense qu'il faut, comme vous l'avez fait pour le secteur privé, il faudrait que quelqu'un dans l'État se pose cette question et puis voit si c'est du lard ou du cochon, quoi. Alors, je dis d'autant plus à titre personnel que nous, à la SMAC, on ne travaille pas là-dessus. À la SMAC, on travaille sur un sujet beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus immédiat. Mais nous, notre souci, c'est d'assurer les collectivités locales l'année prochaine. Hein. C'est qu'à la fin de l'année, cette année-là, 2023, on va encore recevoir des milliers d'appels d'offres que les collectivités locales vont nous adresser pour s'assurer pour les 4 ou 5 ans qui viennent. Donc notre délai, nous, c'est quelques semaines de travail. Alors notre idée, c'est qu'on voudrait, avec les collectivités locales ou celles qui le voudront bien, on voudrait voir avec elles s'il n'y a pas, dans le code de la commande publique, je vous dis, c'est un monument, on ne peut pas y toucher, mais voir si dans le code de la commande publique, il n'y a pas des souplesses qu'elles pourraient nous accorder. C'est elles qui font les cahiers des charges. Donc elles ont la main. On pourrait quand même leur souffler un certain nombre de mesures pas complètement idiotes. Alors je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Le délai de 30 jours. Quand on regarde le code de la commande publique, il y a 30 jours. Alors du coup, toutes les collectivités locales mettent 30 jours. Mais c'est un délai minimum. Le code de la commande publique, encore combien de temps? Vous êtes déjà largement... Ça m'est égal. Oui, mais non. Je suis presque fini. Le code de la commande publique, il dit un minimum de 30 jours. Donc si nous en laissons 45 ou 60, peut-être qu'il y a des dossiers qu'on ne refuserait pas. Les visites de risque, c'est absurde. Il ne faut pas nous interdire les visites de risque, surtout en dommage au bien, il faut les rendre obligatoires. De même, dans la façon de rédiger les cahiers des charges, il y a peut-être des façons plus ou moins ouvertes, plus ou moins intelligentes de faire les choses. J'en viens à ma conclusion. Donc pour nous, le phénomène de la non-assurance que vous m'avez posé, madame, au début, il est dû à 2 phénomènes. Il y a le climatique. Ça dépasse, c'est hors de portée de la SMAC. On assure nos sinistres, on fait ce qu'on peut, mais ça, c'est un sujet pour l'État, mondial. La SMAC n'agira pas pour réduire le réchauffement climatique. Par contre, une partie de la non-assurance est due à une pratique trop restrictive, à notre sens, du droit de la commande publique par les collectivités locales, et c'est ce sur quoi on voudrait travailler avec elles. On voudrait qu'elles comprennent qu'un marché d'assurance, ce n'est pas tout à fait pareil qu'un marché de cantine scolaire. Merci beaucoup, monsieur. J'ai mis combien de temps? Ça s'affiche en rouge, mais je ne vous en veux pas du tout. Merci beaucoup.